Merci d'avoir participé à ça. On s'est demandé plusieurs fois si c'était pas très long, mais on avait besoin de l'enregistrer en podcast. Et en fait, c'est aussi la base pour pouvoir discuter ensemble. Et donc, c'est cool que vous soyez encore là. Et un autre truc qu'on s'est pas dit depuis le début, en fait, c'est que nous, on vient pas en disant on a la bonne analyse sur l'impérialisme ou sur l'orientalisme, mais plutôt la proposition d'enquête critique, c'est de créer une situation dans laquelle on réfléchit ensemble et où en fait on a tous différents savoirs dessus. Il y a des gens qui ont lu des trucs, il y a des gens qui ont été à la fac, il y a des gens qui sont en lutte depuis 10 ans sur tel sujet, il y a des gens qui n'ont pas choisi d'entrer en lutte mais qui n'ont pas eu le choix et qui sont devenus des personnes très compétentes face aux violences d'État. Bon voilà, et la proposition c'est de réfléchir toutes et tous ensemble à partir de ça et dans l'optique de passer après de construire des stratégies et des tactiques ensemble. Et du coup, là, on voulait vous proposer un premier petit atelier rapidement. En gros, c'est simple. Du coup, c'est aussi pour ça que je vous disais ça. C'est sentez-vous autorisé à intervenir. Là, il n'y a pas d'experts et de gens qui ont le bon modèle. Il y a plutôt une proposition à réfléchir ensemble. Et du coup, on avait envie de vous demander un peu à tout le monde là dans la salle, si on vous demande d'expliquer pour vous c'est quoi l'impérialisme, en gros en une phrase, ou d'envoyer un mot, une notion à quoi ça vous renvoie, pour qu'on essaye de réfléchir ensemble à ce que ça veut dire l'impérialisme. Et du coup, je sais pas, moi je peux commencer. Ce qui me vient quand on parle d'impérialisme, ça peut être d'expansion des systèmes de domination. Vous pouvez dire un truc super polémique. Hein, parce que, Moi, je dirais appropriation de terres, de ressources. Appropriation culturelle. McDonald's, Coca-Cola. Moi, je dirais capitalisme et colonialisme. Moi, je dirais pillage et exploitation. Appropriation territoriale, à réfléchir à la situation actuelle. Acculturation. Infériorisation. Le chantage. Ah, c'est pour moi. Monde bipolaire, c'est l'époque d'Edouard Saïd, et monde multipolaire, peut-être. Division, destruction. Organisation. France-Afrique. Pouvoir, Hélène. Iran. Racisme. Les États-Unis.
Ouais, faut dire Israël quand même, Israël. Au micro. La mise en dépendance. Esclavagisme. La guerre. Comment? La sexualisation des corps non blancs. Le sionisme. Ok, trop bien. Ça nous envoie dans plein de directions. C'était un peu l'idée de voir qu'on pouvait aborder la chose de plein de manières et de toutes les manières où nous on est positionnés dans nos parcours, dans nos conditions d'existence, dans nos engagements. Et donc, si vous voulez, on voudrait vous proposer un autre atelier. Je crois que c'est Nina qui va le lancer. Et ben, tiens. Collectif. Donc, Palestine vaincra, Nico pour Palestine vaincra, Fatou pour le comité Vérité Justice pour la mine et le réseau d'entraide Vérité Justice. Et Toulouse Antiquera aussi, en troisième collectif, quatrième. Donc, dans un premier temps, les collectifs vont se présenter et parler de l'actualité de leur lutte. Donc ça, ce serait un premier tour des collectifs. Et ensuite, on fera un deuxième tour des collectifs, où chaque collectif, à partir d'une notion de la fiche de lecture et ou d'une des pistes pour l'action, va parler de en quoi ça fait écho dans leur lutte en ce moment, de manière générale, en choisissant du coup une notion particulière ou une piste pour l'action particulière ou les deux. Voilà, donc je ne sais pas si un collectif souhaite commencer. Allez. Donc moi je suis Fatou Dieng, je suis une des sœurs de Lamine Dieng. Donc je pense que nombreux sont au courant de l'histoire de Lamine. Il a été tué le 17 juin 2007, il y a 15 ans, par clé d'étranglement et plaquage ventral.
par 8 policiers du 20e arrondissement de Paris, à 500 mètres du domicile familial. Donc, comme pour toutes les affaires, à partir du moment où on est victime de violences ou de crimes policiers, il n'y a pas, la loi ne s'applique pas. Donc, nous, on a eu le non-lieu en 2017, donc 10 ans de procédure. Et on a déposé notre dossier à la Cour européenne des droits humains en 2018. Et c'est en juin 2020 qu'il y a eu cette reconnaissance, donc qui prouve bien que les non-lieux n'avaient pas à être et que Lamine n'est pas mort seul et qu'il n'a pas provoqué sa propre mort. Donc voilà, donc au niveau juridique, c'est fini. On lui a rendu justice, on va dire, on lui a rendu sa dignité, on lui a lavé son honneur aussi. Et donc depuis, on continue encore à lutter, on continue encore à soutenir d'autres familles endeuillées par les violences policières, les violences pénitentiaires, ainsi que des mutilés, des personnes blessées aussi. Et du coup, on est aussi, donc le collectif Vivolé et le comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng sont tous deux membres du réseau d'entraide Vérité et Justice, qui est un ensemble de collectifs, on va dire, de familles endeuillées par les violences d'État, et ainsi que des personnes mutilées et blessées aussi, donc ainsi que des soutiens et d'autres collectifs, voilà, donc pour un même intérêt commun, c'est-à-dire de pouvoir lutter contre ces violences et surtout de pouvoir mettre en lumière la vérité et de pointer et de dénoncer l'impunité policière, pénitentiaire et tout ça, quoi. Donc voilà. Et bonsoir. Moi, je représente le collectif Palestine Vaincra, qui est présent à Toulouse depuis mars 2019 et qui est un collectif donc de soutien à la lutte de libération palestinienne. Pour présenter un peu notre collectif avec, en rapport avec la soirée de ce soir, je commencerai par dire que notre collectif s'inscrit dans ce courant de pensée déjà ancien qui définit 3 ennemis face à la Palestine. Le sionisme, bien évidemment, une forme très, très spécifique de colonialisme, mais aussi l'impérialisme et les régimes réactionnaires arabes. On conçoit donc notre combat pas seulement comme un soutien, mais comme un combat global et un combat anti-impérialiste qui nous concerne aussi en premier lieu. On considère que le collectif Palestine Vaincra est une composante de ce combat global, une composante qui agit en France. On définit le combat contre Israël en définissant Israël comme étant un poste avancé de l'impérialisme en général, de l'impérialisme occidental, on va dire, en particulier. Et donc, dans ce combat, on fait, je dirais, naturellement face à l'impérialisme français. Voilà. Je finirai par dire que la façon dont on analyse ce combat qui est pour nous un combat global et international nous a fait s'inscrire dans différentes dynamiques internationales. Et pour nous, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on fait partie du réseau de solidarité avec les prisonniers et prisonnières palestiniens, qui s'appelle Samidoun. Et on s'inscrit aussi dans la dynamique impulsée par la diaspora palestinienne, qui s'appelle Massar Badil. Voilà, qui est une dynamique un peu nouvelle, qui essaye de prendre ses marques. Mais pour nous, c'est une dynamique intéressante et qui ancre le combat et le soutien
à la lutte du peuple palestinien comme étant un combat palestinien, bien sûr, mais aussi arabe et aussi internationaliste. Voilà pour la présentation. Ah. On est quelques-unes, quelques-uns là du collectif Toulouse Antiqra, donc ça fait un peu plus de 2 ans qu'il y a quelques personnes qui se sont regroupées à Toulouse pour soutenir les personnes qui sont enfermées au centre de rétention de Cornebarieux, mais aussi d'autres centres de rétention un peu plus largement de la région en fonction des contacts, c'est-à-dire ça peut être de Bordeaux ou de Sète. La principale, le collectif, son but c'est de lutter contre ces prisons pour sans-papiers et plus largement contre le système des frontières dont elles font partie. Et l'activité principale du collectif, c'est de nouer des liens avec les personnes qui sont enfermées et de les soutenir dans leur lutte et contre ces prisons, contre leurs conditions d'enfermement et contre la répression qu'elles subissent. Et à côté, d'essayer aussi de lutter, on va dire, un peu plus largement contre le système des frontières et qui vont des contrôles, des rafles, des politiques racistes et répressives qui passent. Et donc ça, c'est plus un travail qu'on fait en essayant de s'associer au maximum à d'autres collectifs, d'autres organisations antiracistes ou décoloniaux, féministes. Et on s'inscrit aussi, on fait aussi partie d'un ensemble de collectifs locaux que ce soit à Paris, Lyon, Marseille et ailleurs, essaye de faire ce que je viens de dire qu'on fait ici, c'est-à-dire de lutter contre les centres de rétention en soutenant les personnes qui sont enfermées et leur lutte. Juste pour ajouter un point sur notre actualité, c'est que on vous propose de nous rejoindre ici même au Motor le dimanche 27 novembre pour une assemblée publique, pour s'organiser ensemble pour lutter contre l'ECRA à 17h. Et est-ce qu'il y a des personnes qui font partie d'autres collectifs que ceux qui viennent d'être présentés, qui ont l'impression que ça pourrait faire sens de présenter leur collectif aussi? Ok. Du coup, on va passer au deuxième tour. Donc, chaque collectif a déjà réfléchi, peut-être, ou va trouver sur le tas une notion ou une piste pour l'action qui l'inspire et va expliquer en quoi ça résonne avec les luttes dans lesquelles ils sont. Tu veux commencer? Je sais pas si tu cherchais le micro. Non, c'est bon. Tu voulais... Pardon, je vais chercher le micro. C'est plutôt les actions qui me parlent. Alors oui, alors je vais déjà préciser pour poser un peu le cadre, c'est que je ne suis pas spécialiste ou autre, hein, comme Mathieu avait précisé tout à l'heure, il y a des personnes qui ont choisi d'être militants. Nous, on ne l'a pas vraiment choisi, c'est par rapport à ce qu'on a subi, mais effectivement, on peut dire qu'on a fait le choix de se battre. Donc on a fait le choix de pouvoir porter plainte et de dénoncer ces crimes et ces violences d'État. Donc moi, ce qui me parle là-dedans, c'est surtout au niveau des pistes d'action, c'est aider à l'auto-formation des collectifs autonomes entre personnes dominées et engagées dans les luttes sociales pour assurer de manière collective et par en bas la production d'imaginaire, de discours et d'idées émancipateurs. Donc cette action me parle beaucoup. Et également fabriquer, partager et diffuser les outils conçus
avec et par les opprimés, continuellement transformables, pour forger collectivement et par nous-mêmes les pensées et les imaginaires de nos émancipations. Donc ça fait déjà 2 actions. Une autre action qui me parle aussi, toujours en lien avec la lutte. Donc cette contre-épistémologie doit se faire par et avec les dominés et non pour elles et eux. Parce qu'au niveau de la lutte, nous, c'est vraiment l'auto-organisation, quoi. On mise sur l'auto-organisation, on ne compte pas sur l'institution. En tout cas, nous, concernant la famille Dieng, au sein du réseau, donc c'est quand même plusieurs collectifs avec des niveaux différents, des idées différentes, mais on est quand même là dans un intérêt commun. De la proposition de présentation des autres collectifs, et ça se greffe au réseau d'entraide vérité et justice, parce que je suis un membre soutien au collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye, et du coup je complète par rapport à ce que dit Fatou, et en lien direct avec la discussion de ce soir, c'est que c'est une situation où Babacar venait du Sénégal, et ça faisait 1 an qu'il était en France, où il avait rejoint sa sœur. Et du coup, il s'est fait tuer par la BAC de Rennes en 2015, à un moment où il faisait une crise d'angoisse. Et donc, son ami a appelé les secours, et donc les secours sont arrivés en bas de l'immeuble. Donc, c'est un quartier populaire à Morpa, et à Rennes. Et en fait, les secours sont arrivés, sauf en premier, mais c'est la police qui est montée directement dans l'immeuble, et puis qui a tué de 5 balles Babacar. Et depuis du coup 7 ans, sa sœur, elle mène un combat. Elle est donc dans le réseau d'entraide vérité et justice en lien avec d'autres collectifs de familles de victimes de violences d'État. Et le lien direct, c'est quand même ce racisme d'État, le fait que Babacar, il est mort aussi parce qu'il avait un statut de sans-papier, et que la configuration ce soir-là, le protocole en fait de soutien et d'aide en fait à la victime, il s'est résumé par le fait que les secours ont laissé monter la police, monter en premier dans l'immeuble, et ne sont pas intervenus directement. La question se pose de comment se serait passée l'intervention si ça avait été dans un autre quartier de Rennes. Et aussi, il y a une lutte autour de ce qu'on appelle la psychophobie d'État, et qu'est-ce qu'il en est des personnes qui ont un besoin d'aide psychique, psychologique dans des moments clés. À ce moment-là, du coup, ils ont décidé de tirer sur lui. Moi, je voulais faire un lien avec une anecdote plus concrète sur cette lutte-là d'oppression et de racisme d'État, quoi. Moi aussi j'ai loupé le coche, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je suis militant de l'association Survie. Et Survie, c'est une association française qui a été créée dans les milieu des années 80 et qui vise à analyser et à combattre dans le but d'assainir les relations, enfin combattre la politique française en Afrique. Donc on ne se définit pas forcément anti-impérialiste, mais en tout cas lutter contre les politiques africaines de l'Afrique, de la France, notamment sa politique militaire, économique, diplomatique, parce qu'il y a aussi ce volet-là. La France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un volet important de l'impérialisme français, et aussi financier avec le franc CFA, etc. Donc, et on est bien sûr aussi de toutes les luttes dont vous parliez, dont les luttes concernant l'immigration qui sont corrélées aux impérialismes, notamment français, quoi. Voilà. Juste Toulouse, mais un peu partout en France. On nous a demandé de faire le lien avec la fiche de lecture et la lutte qu'on mène aujourd'hui au sein de notre collectif. Une notion était la plus simple, c'était la notion de domination,
vu comment on définit Israël, comme je le disais, comme un poste avancé de différentes puissances impérialistes pour dominer toute une région. Certaines personnes parlent du monde arabe. Donc toute cette région, avec cette volonté de la dominer et d'y installer, donc de financer, de soutenir après une colonisation de peuplement européenne. Voilà. Pour un peu ouvrir le débat et un peu diversifier les fautes historiques, historiquement, elle a été soutenue politiquement, économiquement, par l'impérialisme français et l'impérialisme britannique, mais elle a été armée par une autre puissance que certains définissent comme une puissance impérialiste. C'est l'URSS de l'époque, voilà, qui a fourni les armes à cette colonisation de peuplement dans les années 40, des armes qui ont servi et qui ont été utilisées pour perpétrer la Nakba de 1948. Rapidement, une autre notion qui fait écho à notre combat, c'est cette notion qui fait que les différentes puissances impérialistes veulent plier le monde arabe lui-même pour que lui-même s'orientalise. Et on peut le voir dans ce qu'on nomme la normalisation, c'est-à-dire cette politique qui est appliquée de façon très offensive sur différents régimes et différents peuples arabes pour qu'ils acceptent, en fin de compte, la colonisation israélienne. Et enfin, je terminerai par reprendre une troisième notion de la fiche de lecture, c'est le fait de figer l'Orient. Et ça, c'est peut-être une critique qu'on peut faire avec un certain soutien, que ce soit en France ou en Europe, on va dire en Occident, un certain soutien au peuple palestinien qui ne verrait le peuple palestinien que comme des victimes et donc tomberait dans un soutien seulement humaniste et parfois un petit peu paternaliste. Voilà, c'est pour ça que dans la présentation, j'insistais pour dire que nous, on conçoit notre combat comme étant un combat global et un combat commun. Alors, bien sûr, on ne va pas se comparer avec l'incomparable. On est conscient et consciente que les Palestiniens et les Palestiniennes sont la pointe avancée et sont au front dans ce combat qui est tout de même global et commun. Ouais, pour continuer, enfin, effectivement, nous aussi, on a un peu discuté par rapport à la fiche de lecture et qu'est-ce que ça, enfin, quelle piste ça pouvait nous donner ou qu'est-ce que ça nous évoquait par rapport à ce qu'on faisait. Je pense dans les choses qui ont été dites, il y a effectivement cette idée de la fabrique d'une figure de l'étranger qu'on voit malheureusement assez bien, assez nettement en ce moment, que ce soit dans les médias ou dans les discours politiques, où en fait chaque fait divers va permettre de dire que donc l'étranger, c'est-à-dire la personne non blanche, va être toujours soupçonnée d'être violent, sexiste, menteur, enfin tout ce qu'on veut, enfin toutes les choses qu'on peut entendre en boucle à la télé, à la radio en ce moment. Et que c'est quand même en fait ces discours ultra balancés partout qui permettent de justifier à la fois des politiques répressives racistes, c'est-à-dire qui vont cibler ouvertement ces personnes non blanches, et des pratiques policières qui mènent à la mort ou en tout cas
à la torture et à l'enfermement, c'est vraiment, enfin, nous, il y a quelque chose qui nous, enfin, je pense qu'il nous parle beaucoup, c'est la déshumanisation. C'est-à-dire que c'est vraiment, on voit bien que c'est des personnes qu'on va, enfin, par ce traitement-là, faire apparaître comme finalement moins humaines que les citoyens blancs voilà, occidentaux, et qui donc ont droit à moins d'attention, à moins de droits, ce qui justifie qu'on puisse plus les exploiter et plus les réprimer, et finalement moins, enfin, ne pas réagir quand il y a des choses, quand ces pratiques-là finalement sont un peu mises en lumière. Et c'est donc aussi ce qui, de notre point de vue, c'est ce qui permet aussi de justifier qu'on peut enfermer des gens juste parce qu'ils n'ont pas de papier, et que dans ces centres, on peut les priver de communication avec l'extérieur, les violenter, les tabasser, qu'il puisse y avoir tout un tas de tortures psychologiques et physiques qui ont lieu dans ces prisons pour sans-papiers. Et donc pour faire donc ça, effectivement, je crois que ça renvoie à une des pistes d'action qui était évoquée, qui était comment on arrive à déconstruire ce discours hégémonique, dominant, qui quand même malgré tout permet de faire passer ces choses-là et de les faire accepter, ou en tout cas que les gens, qu'il n'y ait pas de réaction plus large quand on entend, comme récemment, des horreurs, c'est-à-dire qu'on peut ne pas secourir des gens qui sont en train de mourir parce que finalement, ça sous-entend bien qu'on ne les considère pas complètement comme humains. Et du coup, nous, le lien qu'on fait avec, comme je disais, une des choses qu'on fait, c'est donc d'être en lien avec des personnes qui sont enfermées dans le centre de rétention de Toulouse, et de faire sortir leurs paroles et d'essayer de la relayer au maximum, parce qu'on considère que c'est les personnes, de toute façon, en discutant avec ces personnes-là, et en nouant des relations avec elles, on voit bien que c'est elles qui sont les mieux placées pour analyser et critiquer ce système qu'elles subissent, que ce soit le racisme des flics qui sont les surveillants dans les centres de rétention, que ce soit même justement cette déshumanisation, c'est quand même quelque chose qui revient très souvent, parce que de toute façon les gens voient bien qu'ils ne sont pas traités comme des humains, et c'est aussi quelque chose, c'est aussi des gens qui sont toujours privés de leur parole. Tout à l'heure on parlait un peu des institutions, et c'est ça, c'est-à-dire que ce soit les institutions de contrôle des lieux d'enfermement ou même les associations qui sont présentes dans les centres de rétention, même ces institutions, elles ont toujours un peu elles vont jamais croire ces personnes-là sur parole, elles vont toujours penser que ces paroles ont un intérêt à mentir ou un intérêt à exagérer, et donc en fait elles vont toujours filtrer leurs paroles. Voilà, pour prendre un exemple assez concret, il y a des violences policières quasiment quotidiennes dans les centres de rétention. Les associations qui sont présentes à l'intérieur reçoivent beaucoup de plaintes en lien avec ces violences, et en fait on n'en entend jamais parler dehors, parce qu'elles-mêmes, elles n'accordent pas en fait un crédit total à ces paroles. Et c'est aussi une des choses du coup que nous on pense, c'est que c'est par les liens qu'on fait et à partir de ce que les gens racontent, de ce qu'ils vivent, qu'on peut construire et une critique de ce système de frontières et de répression raciste, et aussi soutenir les luttes de ces personnes qui sont enfermées. Merci à tous les collectifs, toutes les personnes qui ont partagé avec nous. La proposition du coup de la soirée d'enquête critique, c'est de se former collectivement, comprendre ce à quoi on a affaire pour passer à l'action, pour de la transformation sociale. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on a envie de lancer la discussion avec vous. Du coup, sentez-vous autorisé à intervenir un petit peu comme vous en avez envie, que ce soit pour se reposer des questions, pour rediscuter de certains aspects, des choses qui ont été soulevées là ce soir et qui sont soit pas claires, soit vous pensez qu'il faut absolument qu'on discute de ça. Et n'hésitez pas à prendre la parole en termes de pistes d'action, et notamment ici, là où on est, à Toulouse, dans la région, si vous avez envie qu'on discute ensemble de ce qu'on peut faire à partir de tout ça. Voilà, c'est la proposition de la soirée, mais c'est la proposition de l'axe de recherche et d'action pour toute l'année, et puis et des prochaines rencontres aussi. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole ?
Donc bonsoir, moi peut-être juste pour me situer, donc je suis Amel et je suis d'origine algéro-suissesse. Et je voulais peut-être citer juste un point moi, qui m'a beaucoup marqué par rapport à Saïd. C'est une question qu'il avait posée, je ne sais plus du tout où je l'avais lue, mais c'était de sa plume. C'était « A-t-on le droit de faire partie de la narration ?» Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, cette idée que le pouvoir vient de celui qui a l'encrier et la plume pour se raconter. C'est-à-dire que finalement, on est tous et toutes victimes aussi des regards qui nous figent, des histoires qui nous figent, des lois qui nous enferment, des systèmes. Et que le fait un moyen d'action aussi de s'en émanciper, c'est voilà, je sais qu'il y a des auteurs, des autrices ici présents qui lancent des projets, par exemple des maisons d'édition, des livres. Essayer de s'organiser, c'est une manière de se réapproprier en fait notre histoire, notre complexité, et finalement ne plus laisser le pouvoir aux autres de nous enfermer dans leur idéal de société. Là, je trouve que ça sonne très un peu angéliste, mais je sais pas. J'avais envie de partager ce point d'interrogation d'Edouard Saïd. A-t-on encore le droit de faire partie de la narration ? Et de dire que c'est extrêmement important ce genre de moment qu'on vit ensemble parce que ça nous permet de s'empouvoirer, comme on dit, et réussir à finalement prendre la plume, l'encre et finalement s'écrire soi-même. Peut-être pour lancer une piste d'action, on va prendre un exemple concret. Donc, une des formes de soutien au peuple palestinien, ça passe par le boycott. Le boycott d'Israël, qui est un mouvement large, qui devrait être un mouvement mondial, et qui passe par le boycott de différentes formes de la puissance israélienne. Un des boycotts qui, je pense, est intéressant et peut aussi faire, parce que je pense que c'est ça aussi qui est intéressant ce soir, peut faire des ponts entre nos différentes luttes, c'est le boycott qui est en train de se mettre en place, et je pense qu'il faudrait accélérer le mouvement contre l'entreprise d'armement française Thales. En quoi ça concerne Israël? C'est que Thales cofabrique un drone de surveillance, mais aussi qui peut être décliné en drone de combat. Il fabrique ce drone en partenariat avec Elbit Systems, qui est la plus grosse firme d'armement israélienne. Il y a d'autres firmes, notamment des firmes anglaises, qui sont dans la partie. Mais voilà, ce drone est utilisé pour réprimer et pour tuer la population palestinienne. Et là où je pense que ça peut faire des ponts, ce même drone est utilisé en Afghanistan, ce même drone est utilisé en Irak, et ce même drone est utilisé par l'Europe pour, on va mettre des grosses guillemets, pour protéger ses frontières. Et c'est ainsi qu'on m'a dit qu'il y a ce genre de drone, encore avec des guillemets, de surveillance,
dans les parties sensibles des frontières européennes. Par exemple, dans le nord de la France et dans toute cette zone que l'Europe doit surveiller entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Et donc, je sais que, par exemple, son nom m'échappe, mais à Toulouse, il y a régulièrement un salon de l'armement. Et il y a eu certaines années des rassemblements qui rassemblaient beaucoup de collectifs qui intervenaient sur des luttes différentes, mais qui se regroupaient à ce moment-là pour manifester contre ce salon d'armement. Et je pense que dans ce boycott de Thales, qui est un fabricant de morts, on peut se retrouver sur pas mal de thématiques qui nous concernent et auxquelles on est attaché. Je veux bien ajouter à ça. Thales fournit aussi, et donc c'est encore dans les liens, une partie des dispositifs de surveillance et de frappe au Sahel, et donc dans l'opération Barkhane, mais qui est censée se terminer, mais en fait qui est en pleine restructuration pour pouvoir mieux durer. Et c'est Thales aussi qui va fournir la plupart des ce qu'on appelle les centres de supervision urbains, c'est-à-dire les locaux où il y a les murs d'écran et qui permettent de connecter toutes les caméras de surveillance dans les villes, mais aussi de cet espoir de piloter la ville en temps réel. Et donc c'est en gros les centres de commandement de la ville sécuritaire et qui donc les vend dans le monde entier. On les retrouve au Mexique, dans différents pays, et la plupart de ceux qui sont déjà en place en France et qui sont en train d'être mis en place, c'est aussi Thales. Bon. Et donc là, on a un terrain d'alliance, enfin quelque chose qui lie nos luttes, et qui, si cette industrie-là était moins forte, donnerait des marges de manœuvre plus grandes à nos luttes, mais aussi à nos camarades, au peuple qui les subissent, et qui permettrait de construire des solidarités par-delà les frontières. Nico, il a parlé d'Elbit System aussi, et il y a en Angleterre, par exemple, un mouvement qui a été lancé contre Elbit, et avec au départ des petits groupes, mais qui se débrouillent pour rentrer sur les sites, se filmer, etc. Et en fait, et médiatiquement, mais en fait même d'un point de vue presque logistique, en fait sont en train d'installer un rapport de force sur cette question-là, et qui est médiatisé mondialement aussi, et qui fait parler de la situation, qui fait connaître les logiques de profit de ces industries. Et il y a sans doute un enjeu à ce qu'on s'empare de la question de manière un peu similaire, et sans doute main dans la main, c'est-à-dire ça résonne avec une proposition qui a été faite notamment par les soulèvements de la Terre, et qui était de dire peut-être qu'il faut qu'on arrête de chercher des alliances, mais plutôt trouver des terrains d'alliance, c'est-à-dire des terrains sur lesquels nos différentes luttes, nos différentes manières de concevoir les choses, en fait on se retrouve d'accord sur le fait qu'il faut qu'on avance sur ce terrain-là, et qu'on y agisse, et même avec différentes tactiques, différentes stratégies, mais qu'on y aille ensemble et qu'on se donne de la force sur ça. Et que les industries de l'armement, du contrôle, de la sécurité, et les supermarchés de l'armement et de la sécurité, c'est sans doute des terrains d'alliance possibles sur la question de l'impérialisme, et qui ouvrent des portes à des solidarités internationalistes aussi. Juste particulièrement à Toulouse, parce que Thales est présent à Toulouse, et j'imagine d'autres marchands de morts. Voilà. Merci. Je suis très content que vous ayez parlé de Palestine Action. Je pense que c'est un mouvement très intéressant en Angleterre, qui n'est pas très médiatisé en France, mais qui pourrait peut-être inspirer des actions. Et je voulais juste rajouter une info en parlant de Thales, que la semaine dernière, il y avait une fuite d'informations confidentielles de beaucoup de documents de Thales, y compris plein de sites
de construction des usines, des armements, des choses comme ça. C'est très accessible sur l'Internet. Voilà. Pour justement cet armement, déjà rien qu'en France, il y a quand même l'État français dépense des milliards d'euros pour l'armement et ce n'est pas uniquement pour fournir les pays étrangers. Il y a aussi ce qui est utilisé ici en France. Parce que quand on voit que maintenant, depuis le début de l'année, il y a quand même au moins 17 personnes de tuées par balle, là, je crois qu'il faut quand même aussi se poser des questions, quoi. Donc, ils ont vraiment tout. Je parle au niveau violence et crimes d'État. Hein. Donc, ils ont vraiment tous les moyens pour se protéger. C'est-à-dire qu'il y a déjà ce qui est dépensé pour leur défense juridique et ce qui est dépensé aussi au niveau de l'armement, quoi. Donc, ouais, je crois qu'il va falloir qu'on puisse réfléchir, trouver des solutions ensemble pour justement que, pour préserver nos vies, tout simplement, quoi. Parce que même si on ne s'en rend pas tellement compte, mais cet armement, ce qui est dépensé dedans, c'est quand même une partie de nos impôts, quoi. Donc, voilà. Et c'est surtout que j'ai l'impression que oui, on peut tuer quelqu'un, on peut mutiler quelqu'un et que rien ne se passe, quoi. Ça devient une espèce de banalité. C'est qu'ils essaient de nous faire accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que voilà, ouais, les gens ne s'indignent pas plus que ça, les gens ne se mobilisent pas plus que ça. Donc c'est comme si c'est normal, je ne fais pas partie de quartier, je ne suis pas d'un quartier, je ne suis pas manifestant, je ne suis pas de telle ou telle religion ou de telle ou telle couleur. Non, c'est qu'il faut s'indigner, c'est qu'un blessé, un mutilé, un éborgné, un tué, c'est trop. Et le gouvernement où on est actuellement, déjà, c'est pas que actuellement, c'est depuis des années, parce que cette loi, par exemple, l'article L435-1 au niveau de soi-disant de la légitime défense, c'était quand même voté sous Hollande, quoi. Donc c'était en 2017 déjà. Donc avant ça aussi, il y en a eu d'autres qui n'ont pas arrangé les choses et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, moi, ça me fait plus que chier, quoi. Parce que voilà, c'est... Ouais. Mon frère a été tué, et puis voilà, ça continue encore, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on laisse, nous? Comment on protège nos enfants? Comment on protège nos petits-enfants, et ainsi de suite? Comment on se protège nous-mêmes? Parce que quand on entend le discours, justement, de ces dirigeants, ils ne font que attiser la haine, quoi. Donc, aujourd'hui, on se dit, le danger, c'est l'extrême droite. Ce n'est pas que l'extrême droite. Parce que Macron même, ou Hollande, ou d'autres, je veux dire, ils n'ont pas fait de sorte enfin, ils n'ont rien arrangé, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour se préserver, pour dire stop, ça suffit à ces dirigeants? C'est nous qui leur donnons le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de voter? Moi, personnellement, je ne vote plus. Donc, voilà, au moins, c'est réglé. Parce que je me dis, qu'est-ce que ça va changer que je vote? Qu'est-ce que ça va changer à ma situation, à moi, en tant que femme noire musulmane, aujourd'hui en France? Ou à ma fille? Dont on ne parle pas souvent, parce qu'on est tellement pris par l'action, par les côtés techniques, qu'on ne pense pas au reste, quoi, à savoir les violences psychologiques, par exemple. Ça aussi, qu'est-ce qu'on en fait? Quand une personne est violentée, mutilée, tuée, c'est toute une famille, quoi. Je veux dire, il y a des enfants qui sont là, autour de nous, qu'est-ce qu'on leur raconte? Qu'est-ce qu'on leur dit?
comment on les protège? Qu'est-ce qu'on leur laisse comme héritage? Donc c'est tous ensemble qu'on doit construire ce demain. Oui, c'est-à-dire que c'est que quand quand on est victime de terrorisme, tout de suite il y a une cellule psychologique qui se met en place. Mais quand on est victime de violences d'État, de police ou violences pénitentiaires, il n'y a rien. Les personnes mutilées ou éborgnées doivent avoir un statut de victime pour que justement leurs blessures, le suivi et tout ça soit pris en charge par l'État. Donc s'ils n'ont pas ce statut-là, il y a des clauses justement au niveau des assurances qui ne prennent pas ça en charge parce que c'est considéré comme des blessures de manifestation, comme s'ils ont provoqué eux-mêmes leurs propres blessures. Donc nous, dans notre famille, 15 ans que mes parents pleurent. Parce que dans la nature des choses, on n'enterre pas son enfant, quoi. Là, mes parents ont enterré leur enfant, comme d'autres parents enterrent, comme d'autres ont enterré. Et ça va continuer encore. Donc tout ça aussi pareil. Donc ils nous violentent, ils nous tuent nos proches, et c'est à nous-mêmes d'aller chercher les solutions pour nous soigner mentalement, pour justement continuer malgré ça à vivre, continuer à se lever, même si c'est difficile, d'aller travailler, et ainsi de suite, quoi. Et aujourd'hui, une séance de psychothérapie ou même d'aller voir un psychologue, c'est pas donné, quoi. C'est devenu un luxe. Et c'est surtout, même si c'est pour se retrouver face à des professionnels qui sont là pour nous juger, plus que de trouver des mots à notre mal-être, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Une séance pour aller voir un psychologue, c'est un minimum, ça c'est vraiment le moins cher, 50 €. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et heureusement que oui, qu'il y a des militantes, psychologues en santé mentale qui essaient justement de trouver des solutions, mais c'est pas évident, quoi, parce que ces personnes-là doivent vivre aussi. Et d'ailleurs, il y en a dans la salle parmi nous qui ont certainement des choses, à nous apporter pour justement qu'on puisse continuer à prendre soin de nous, malgré tout. Il y a Akouvi, Aline, qui est là, qui est psychologue, qui est très en lien avec nous et qui essaie, justement, de nous aider. Mais voilà, donc il faut continuer à trouver des solutions et continuer à nous soigner, quoi. Parce que moi, c'est pas une blessure physique que j'ai, c'est pas une blessure visible. C'est dans la tête. Donc ces personnes qui sont éborgnées, mutilées, c'est double peine, quoi. Il faut qu'on prenne soin de nous et qu'on se soucie les uns des autres, quoi. Et de ne pas rester insensible à ce qui se passe là. C'est plus possible, c'est plus tenable, quoi. Et surtout, même cette terreur de faire de sorte qu'on n'aille plus dans la rue pour justement contester le pouvoir, au risque de se prendre un tir de LBD, si ce n'est pas de perdre la vie. Et on n'a même pas besoin d'aller en manifestation pour risquer de perdre la vie ou de se faire mutiler. Dans les quartiers, sur des personnes justement non blanches, c'est un quotidien, quoi. Maintenant, effectivement, c'est aussi toute personne qui conteste le pouvoir, peu importe ta couleur, peu importe ta religion.
Ouais, je voulais dire, enfin, par rapport à ce que tu disais, donc c'est moi, Kouyaline, psychologue. Ouais, tout à l'heure, je parlais aux journées de soins communautaires organisées par l'association Clarté, et je trouve ça super important parce que j'entends des conneries sur le racisme social. Désolé, ça m'énerve. Mais en tout cas, enfin pas là-bas, mais en tout cas en général, quoi. Sur le fait que, ouais, sur les questions des violences policières, il y a des gens qui sont blessés pour ce qu'ils font, et il y en a qui sont blessés pour ce qu'ils sont, et qu'il ne faut pas l'oublier que cette différence, en fait, même si il y a des liens à faire, etc., mais que voilà, et ça n'a pas les mêmes effets psychiques, ça n'a pas les mêmes impacts, en fait. Vraiment, voilà. Et aussi, on posait la question de, est-ce que dans la table ronde dans laquelle je parlais, est-ce que le politique, ça fait soin communautaire? Et je me disais que oui, en fait, parce que du coup, quand les familles, quand des personnes endeuillées, quand des personnes victimes de violences policières s'organisent et qu'il y a des militants qui les rejoignent, qui les aident à s'organiser, etc., bah oui, ça fait soin communautaire parce que c'est du soutien. Là où, en fait, il y a une négation de l'état de l'existence même de ces violences. Mais que c'est vrai qu'il faut un réseau aussi de professionnels de la santé qui a pensé, soit des psychologues, mais enfin vraiment un truc de parcours de soins en fait. Psychologue, médecin généraliste, ostéopathe, kiné, masseur. Enfin, il y a vraiment tout un truc à penser de santé globale. Et un peu comme pense ce truc, peut-être que vous connaissez, la victimologie. On parle beaucoup de victimologie sur la question des violences sexuelles. Et dans la victimologie, c'est vraiment une prise en charge globale où les réparations, ça passe aussi par l'accès aux droits juridiques, de pouvoir avoir un avocat, de porter plainte, lol. Mais voilà. Mais en tout cas, du coup, les luttes juridiques dans lesquelles s'engagent les familles et les personnes victimes, les familles endeuillées et de toute façon victimes de violences policières, mais aussi par le soin psychique, aussi le soin somatique, parce que comme tu en témoignes, Fatou, et il faut penser aussi à la question du burn-out militant que vivent les militants en général, mais les militants victimes de violences policières, mais aussi les familles endeuillées qui se retrouvent engagées dans des violences institutionnelles d'ordre juridique, policière, après la mort d'un membre de la famille. Et voilà, cette question de, comme tu dis, des blessures invisibles, du deuil traumatique que ça engendre, qui peut même pas être fait parce que tout de suite, criminalisation, harcèlement policier, harcèlement médiatique, harcèlement judiciaire. Et voilà, de dizaines d'années engagées à reconnaître, à faire reconnaître en fait une mort injuste et la déshumanisation qui a eu lieu après, parce que dans les questions de violence sexuelle, on parle toujours du fait que en fait, la violence, le traumatisme, c'est pas juste l'acte en soi, c'est tout ce qui va après. Et c'est-à-dire la culture du viol, comment les gens ils disent aux victimes de violences sexuelles que en fait, ce qui leur est arrivé, c'est de leur faute. Et en fait, c'est la même chose pour les violences policières, où en fait, il n'y a aucun espace de réparation, puisque tout de suite, il s'agit de criminaliser les victimes et les familles. Donc voilà, il y a tout un truc de réappropriation de la victimologie là, et de penser des parcours de soins qui dépassent le premier soin, qui est le fait de la solidarité de la famille entre elles, et ensuite aussi les militants, les gens qui sont là pour transmettre aussi des choses. Et voilà quoi. Et qu'il faut inclure les professionnels, et que c'est difficile parce que dans les milieux totaux et tout ça, on se méfie des professionnels à juste titre, mais qu'il y a vraiment et que tout de suite, moi je suis contente. Pour la première fois là, j'étais allée en manif pour soutenir la famille de Yanis et j'ai pu me présenter. Et en fait, je pense que ça aide aussi de se dire en fait qu'il y ait des psys qui soient là pendant les manifestations de soutien, les rassemblements, et de dire voilà, je suis psychologue, est-ce qu'on peut réfléchir à peut-être je peux vous orienter vers des gens. Et ça aide aussi à peut-être plus vite à aller vers le soin. Et par rapport à de rappeler les enjeux de, parce que j'entends tout le temps le mot racisé, mais j'aimerais rappeler que les personnes blanches sont racisées, et donc parler de racialisation positive et négative aussi, je trouve que c'est important. C'était Maboula Soumaro qui parlait de ça, et je trouve que c'est assez fort parce que des fois le terme racisé
quand on parle des personnes noires, par exemple, souvent ça vient à la place de black ou rebeu en fait. Et donc voilà, rappeler que la racialisation, elle concerne tout le monde et pas juste les personnes qui sont racialisées négativement. Moi, je trouvais très intéressant et je voulais juste rebondir dessus parce que donc, moi, dans mon travail, j'ai exercé à la défense de personnes victimes de violences. Et du coup, dans ce cadre-là, j'étais en contact avec des centres d'aide. Je précise que mon contexte est suisse. Donc, fatalement, il y aura des différences avec le contexte français, mais je trouvais intéressant d'amener ça. C'est un constat que j'ai fait, et ainsi que ces centres d'aide aux victimes, c'est que la très grande majorité, l'écrasante majorité des personnes se présentant dans ces centres sont des personnes victimes de violences sexuelles. Et du coup, ça thématise un certain enjeu, c'est celui de la communication aussi des réseaux d'aide existants pour des personnes victimes d'autres formes de violences, que ce soit des violences policières, violences d'État. Et j'ai vraiment fait ce constat-là que, en fait, dans certains milieux, en tout cas genevois, féministes, il y avait vraiment eu ce travail de communiquer en fait ce qui existait, et que fatalement il y a eu plus de consultations. Et aussi ce que je me suis dit, c'est que pourquoi est-ce que les personnes victimes de violences policières, de violences racistes, ne venaient pas du coup dans ces centres? Il y avait peut-être aussi un lien de confiance qui était inexistant avec les personnes qui allaient accueillir en fait leurs récits. Ces centres d'aide, chez nous, ils mettent en place tout un réseau de soutien psychologique, ainsi qu'une aide juridictionnelle, l'accès à un avocat et une avocate gratuit. Donc c'est extrêmement important que en fait, ce soit vraiment communiqué plus largement leur existence. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je trouve qu'il y a un véritable enjeu là-dedans. Par exemple, j'ai pris une formation de spécialisation en victimologie, et j'ai aussi constaté en fait, qu'on parlait essentiellement de victimes de violences sexistes et sexuelles, et que je trouvais que c'était problématique, qu'on ne thématise pas assez les autres catégories de victimes, et qu'il y avait un véritable enjeu. Donc moi, je sais qu'à titre personnel, j'essaye maintenant de communiquer aux associations, aux collectifs à Genève le maximum pour visibiliser ces centres-là, et aussi constituer une liste d'avocats et d'avocates sensibilisés à ces questions, qui sont prêts aussi à accompagner les victimes dans tout le processus judiciaire, de protéger les victimes aussi des violences institutionnelles, des violences judiciaires qui sont extrêmement violentes, et faire le travail d'accompagnement au maximum que l'on peut, et qu'il y a un véritable enjeu de constituer des blocs d'avocats. Après, moi, je parle pour ma corporation parce que je vois que c'est important. Et du coup, ça rentrait vraiment en résonance avec ce que j'ai pu entendre juste avant. Voilà. Ouais, du coup, je voulais ajouter quelque chose, parce que j'ai fait une dichotomie entre violences policières et violences sexuelles, alors que dans les violences policières, le harcèlement quotidien, il y a de la violence. Enfin, les hommes des quartiers populaires vivent des violences sexuelles, des attouchements, des insultes à caractère sexuel, des menaces de viol, etc. Donc aussi, moi, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais de penser à la question du fait que les violences policières sont des violences genrées, et de penser au genre des hommes racialisés négativement, qui n'est pas le même que le genre des hommes blancs dans la suprématie blanche. Du coup, il y a vraiment cette question-là de... Après, moi, je suis très sceptique sur le fait que, en France en tout cas, que ça puisse être possible que des associations féministes qui œuvrent sur la question des violences sexuelles genrées, en pensant aux femmes largement et aux minorités de genre, considèrent finalement, dans un contexte de suprématie blanche, les hommes racialisés négativement comme dans des contextes de violence d'État des minorités de genre, en fait. Enfin, voilà, c'est un peu pas un avis populaire, mais en tout cas, et c'est le tabou dont on n'entend jamais parler des questions des violences sexuelles perpétrées par la police, si ce n'est par le viol qu'il y avait eu de
de Théo Lucana, je crois, ou Luaka. Et que ça, c'est vu comme un truc spectaculaire, alors que ça arrive beaucoup. Et en fait, moi, quand il y avait eu cette histoire quand il y avait eu le viol, il y avait eu des manifs qui avaient été organisés à Paris, où, du coup, le contexte, c'était que c'était des autonomes blancs, jeunes qui étaient là. Et il y a un jeune qui venait pas de Paris qui était là, un jeune homme nord-africain qui était là, qui demandait pourquoi on était là, alors que je pense qu'il était là pour la même chose que nous. Et je pense qu'il était un peu choqué, sidéré par les gens qui l'entouraient, parce que c'était pas des personnes premièrement concernées. Et il avait un discours un peu horrible, enfin homophobe, de dire oui, non mais en fait, Théo, si c'est passé, c'est qu'il l'avait voulu, etc. Mais bon, non, mais parce qu'en fait, après tout de suite est venu un truc que je considère en tant que psychologue comme un témoignage de traumatique, où il a dit, moi, la police a essayé de m'écarter les fesses, ils n'ont pas réussi. Donc en fait, déjà, il y avait, pour moi, dans ma lecture d'analyse sauvage de psy, en fait, il était en train de parler du fait qu'il avait été victime de violences sexuelles. Et du coup, j'ai l'impression que l'histoire de Théo, c'est une analyse sauvage, hein, l'histoire de Théo, ça avait ramené ça, et qu'il était dans la dénégation et dans un truc de Roger, c'est pas vrai, c'est parce qu'il a voulu, alors que lui-même était concerné en fait. Donc, et du coup, ça aussi, c'était dans le début de mes réflexions sur, j'ai envie de m'impliquer dans ces questions-là, de cette invisibilisation des violences sexuelles que vivent les hommes racialisés négativement par la police. Et que, c'est compliqué de parler de ça. Enfin, moi, je suis pas concernée directement, mais que il y a un vrai tabou, et voilà. Je me permets... On m'entend ? Ouais. Je me permets de lâcher la caméra pour rebondir ce que tu dis, parce que ça me fait écho. Il n'y a pas longtemps, j'ai été sollicitée par des adolescents du quartier des Isards pour raconter un peu ce qu'ils subissaient au quotidien avec la police. Et j'ai été surprise pendant 1 heure d'interview, parce qu'ils avaient envie d'enregistrer leurs témoignages, etc., de découvrir que les mots qui revenaient le plus, c'est « ils m'ont touché, ils ont touché mon intimité », ma mère elle est passée à me voyer, etc. Et bref, j'ai pris conscience, je pense que c'était un truc que j'avais pas conscientisé avant, ou en tout cas pas réfléchi comme ça, mais du coup ça me fait beaucoup de sens, et que je pense que c'est une des pistes que j'ai envie d'aller explorer, ce truc de, en fait au quotidien, il y a des adolescents, il y a des personnes mineures qui se font systématiquement toucher, sexuellement agressées dans leur quartier, en sortant de l'école, dans la rue, etc. Et bref, pour moi c'est plus qu'impératif de commencer à réfléchir sur cet axe-là, quoi. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent intervenir ? Peut-être qu'on peut émerger comme ça, mais comme une piste de lutte anti-impérialiste aussi, c'est-à-dire si on arrivait à se donner de la force dans nos pratiques, dans la coordination de nos pratiques, dans nos moyens, etc., pour pouvoir apporter du soutien à toutes les victimes de ces formes différentes d'impérialisme dont on a parlé. Et du coup, aussi bien de la frontière, de la prison, de la police, de la guerre, des armes, etc. Sans doute qu'on se donnerait de la force, mais surtout ça nous permettrait de continuer à avancer, parce que c'est protéger nos vies, je sais pas, en tout cas sans doute que c'est un des terrains sur lequel on peut construire. On s'était dit qu'on se proposerait de terminer la soirée en vous proposant de retourner dans vos collectifs, dans vos communautés, dans vos terrains de lutte, avec les gens avec qui vous vivez, avec un peu tout ce qu'on s'est dit ce soir, aussi bien les questionnements théoriques que les propositions pratiques, et avec cette idée que là, du côté d'enquête critique, nous on va faire d'autres propositions dans l'année pour se retrouver, et où encore une fois il s'agit de se former collectivement, mais aussi de créer des moyens de passer à l'action collective ici. Et donc voilà, la proposition, c'est notamment celle-là, de faire avancer, de vous emparer des outils qu'on propose, transformez-les, faites-en des choses avec les gens avec qui vous vous organisez, avec qui vous vivez, et qu'on se retrouve rapidement
pour avancer sur ces questions-là. Peut-être on ne se l'est pas dit clairement, mais Enquête Critique, c'est aussi un réseau, c'est-à-dire il n'y a pas une carte où on en est ou on n'en est pas, c'est plutôt est-ce qu'on fait des choses ensemble. Du coup, n'hésitez pas à nous proposer des choses, et ça peut être aussi bien des enquêtes depuis là où vous êtes, dans vos luttes, ce qui se passe dans votre quartier, etc., des questions qui vous concernent, que de venir participer d'un point de vue technique, logistique. Il y a vraiment plein de moyens de faire des choses ensemble. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez intervenir ? Oui, donc c'était juste pour annoncer les différents événements à venir. Donc il y a le délibéré, donc sur la région parisienne, il y a le délibéré du procès de Nordine. Donc Nordine et sa compagne Meryl ont reçu un 7 balles, l'autre 1 balle. C'était le 16 août 2021 par la BAC. Et c'est Nordine qui se fait condamner. Bon, les flics ont été mis en examen, mais c'est pas encore... voilà. Mais là, pour le moment, c'est lui qui risque la prison. Il est délibéré, c'est le 29 novembre. Donc après, il y a aussi la commémoration de Babacar Gaye, qui a été tué début décembre 2015. Et la 7e année, si je ne me trompe pas, ça sera donc le 3 décembre à Rennes. Donc les personnes qui ont la possibilité de venir sur Rennes, donc de venir soutenir Awa Gaye. Et voilà. Et puis il y a aussi encore... après, c'est que des commémorations à chaque fois. Comment ? Oui. Il y a également donc la sortie du livre de Aurélie Garand, qui est la sœur de Angelo Garand, qui a été tué par balle le 30 mars 2017. Et donc ça, c'est le 25 novembre au Mont-en-l'Air. Et c'est à Paris, dans le 20e arrondissement. Et il y aura le lendemain, le 26 novembre, à la Cantine des Pyrénées, toujours à Paris, dans le 20e, un repas de soutien au réseau d'entraide Vérité et Justice, avec aussi la présentation du livre, toujours de Aurélie Garand, donc en présence de Awa Gaye et de moi-même, et puis d'autres personnes du réseau. Le procès, oui, 13-12. De Laurent Théron, donc, qui est un syndicaliste membre de l'Assemblée des blessés, qui a été éborgné à la loi de travail, c'était en 2016. Et là, donc, c'est le procès du CRS qui l'a éborgné. Et ça se passera le 12, 13, 14 décembre prochain. Et il y a aussi une réunion publique, on va dire un tribunal public, qui se fera le 11 décembre à la Parole errante à Montreuil. Donc voilà, donc tout ce qui est événements à venir, que ce soit les commémorations ou d'autres, donc il y a des choses à suivre sur la page Facebook du réseau d'entraide Vérité et Justice, ou sinon sur la page des Armolais, son site internet ou sa page Facebook. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rappeler? Les marches nationales du réseau, la marche du mois de mars contre les brutalités policières et la discrimination, l'élimination de la discrimination raciale. Et il y a également la marche nationale contre les violences pénitentiaires et la condition des détenus. Donc la première édition a été lancée par Najet, qui est la mère de Idir, qui a été tuée à la prison de Corba le 9 septembre 2020. Et donc au mois de mai 2021, c'était la première édition. Et voilà, donc pareil aussi, il faut soutenir ces familles de victimes endeuillées par la prison, par la police, ces victimes blessées et mutilées également. Malheureusement, partout en France, il y a des familles et des victimes blessées. Donc quand je dis France, c'est France métropolitaine et également Outre-mer aussi. Et voilà, sinon au niveau du soutien international ou bien plutôt de la solidarité internationale, donc on a fait quand même avec d'autres collectifs membres du réseau, on a rencontré différentes
différents activistes oui, internationaux, où justement la chose qui revient à chaque fois, c'est toujours ce pouvoir du gouvernement qui réprime, qui sévit et qui surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fonction du pays, en fonction du pouvoir qui est installé dans le pays, les gens se sentent, la population se sent dans un instinct de survie ou pas. Et on a l'impression que malheureusement en Europe, voilà, tout le monde n'est pas encore dans cet instant où on se dit non, là, stop, c'est bon, il faut qu'on conteste tout ça et qu'on se mobilise et qu'on aille soutenir, même si on n'est pas considéré directement, mais je pense que oui, on est tous considérés, quoi. On fait tous partie de la race humaine et qu'on touche on touche tous, quoi. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut qu'on voit les choses et qu'on puisse justement dire merde à ce gouvernement et que que c'est nous qui leur donnons le pouvoir et que si on décide de leur retirer le pouvoir, ils n'auront plus de pouvoir, quoi. Mais maintenant, est-ce qu'on est tous dans cette optique-là? Est-ce qu'on est tous prédisposés à faire ça? C'est surtout ça, quoi, parce qu'on sait que la vie est difficile pour tout le monde. Donc, on a un petit confort qu'on a eu du mal à avoir. Et donc, du coup, souvent, on reste dans ce petit confort et qu'on n'aille pas voir ailleurs, quoi. Au-delà de ça, et se dire, oui, il faut qu'on se mobilise et qu'on continue à s'organiser ensemble et à faire des choses ensemble et à veiller les uns sur les autres et à prendre soin des uns et des autres.